Bon, bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux. Je pensais pas. A priori, le sujet passionne. On va essayer de parler un peu du futur HTML5. Enfin, futur, parce que normalement, la norme n'est pas finie, hein, elle n'est pas toute démoulée complètement. On va particulièrement se mettre à regarder les aspects sécurité. On ne va pas parler de toutes les nouvelles balises qui permettent de faire des drag and drop, des jolis dessins, etc. C'est pas le but. On est vraiment là pour voir ce que ça va impliquer au niveau sécurité, en plus ou en moins. Donc on va essayer de voir ça en une petite heure. Alors c'est pas évident. J'ai fait un pot pourri d'un certain nombre de choses. Je vous invite après à lire vraiment tout ce qu'il peut y avoir comme littérature. Il y a des très bonnes études sur HTML5 qui ont été faites sur la Sécu. Mais là, on aura déjà les bases de base. Alors on va essayer de revenir un peu en arrière pour comprendre ce qui s'est passé dans le web. On essaiera de détailler un petit peu HTML5 sur quelques points, comme je vous ai dit. On va vraiment se focaliser sur les choses qui vont nous intéresser autour de la Sécu. Et puis on regardera un peu 2-3 attaques, éventuellement les protections que l'on peut trouver au niveau des navigateurs ou de la norme ou d'autres techniques de protection. Alors, juste pour revenir un peu en arrière, HTML 2.0, qui a été vraiment un peu la base de base, a été à peu près conçu aux alentours de 95-96. Voilà, alors je ne sais pas si tout le monde était né dans le web à ce moment-là. Mais c'est à peu près le début. JavaScript a à peu près suivi tout de suite après, 2 ans ou 3 ans après. JavaScript a été inventé par Netscape. Là-dessus, la DOM est arrivée, ce qui permet de voir ce que vous avez dans un navigateur, en fait, l'arbre. Et puis HTML4, qui est aujourd'hui ce que l'on utilise majoritairement dans quasiment tous les sites web avec CSS de 0. Et tout ce qui est des HTML, Ajax & Co. est arrivé entre 2000 et 2005 en fait. Donc Ajax, c'est tout ce qui touche aux requêtes de manière asynchrone en XML ou éventuellement en JSON ou en texte pour vous faire des jolies pages. Et puis, on parle depuis 1 an ou 2 de l'évolution d'HTML4, d'où le nom HTML5. On en parlait depuis bien 2 ans. Et on commence vraiment à plus en plus s'en intéresser parce qu'en fait la norme est pas mal aboutie, les navigateurs supportent à peu près bien de façon globale l'ensemble des spécifications. Et puis il s'avère que c'est quand même assez intéressant de faire du HTML5 aujourd'hui parce qu'il y a plein de fonctionnalités qui permettent d'assouplir une application. Aujourd'hui, si vous avez un smartphone avec une pomme, vous êtes obligé de développer avec un langage plus ou moins abject, à mon sens, qui est Objective-C. Donc les applis, si vous arrivez à les coder en HTML5 et que derrière vous faites une jolie interface qui ne fait que des appels à votre serveur, vous allez grosso modo bien vous en sortir par rapport à l'appli plutôt que d'être obligé de coder dans ce langage abject. Mais ça n'engage que moi, ce nom de abject du langage. Donc voilà, on en parle de plus en plus pour aussi se séparer effectivement de plus en plus du terminal. Il y a une boîte qui a été rachetée par Oracle il y a quelques temps qui a dit dans les années 2000 « The network is the computer ». Donc l'idée du client léger, etc. Donc tout en HTML. C'est un peu ce qu'on essaye de faire depuis une quinzaine d'années. Et je pense qu'avec HTML5, on va y arriver. Alors, est-ce qu'on va y arriver au détriment de la sécurité ou pas? On verra bien. Mais on approche des choses. Alors, il est clair que aujourd'hui, tout ce qui est page dynamique, affichage, je dirais en fonction de ce que vous cherchez dans un joli moteur de recherche comme Yahoo ou Google, les fameuses recherches très jolies, qui vous permettent de faire de la recherche contextuelle, de vous permettre de faire des onglets comme ce qu'on a ici, de faire défiler les choses là. Tout ça, c'est ce qu'on voit avec de l'Ajax, avec du JavaScript, avec du CSS, du DHTML, etc., etc. Donc on a de plus en plus vraiment de sites qui sont comme ça.
je ne vous mets pas au défi d'essayer de surfer avec un navigateur en mode texte de type Lynx, en désactivant JavaScript aussi sur votre navigateur préféré. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on aura beaucoup de mal à naviguer sans JavaScript ou avec un moteur de type texte. Donc on a de plus en plus de ces pages-là, et en fait, HTML5 vient dans la continuité de tout ça pour avoir de plus en plus des applis web extrêmement dynamiques, jolies, dynamiques, enfin tout ce que l'on veut en soi-même. Alors, on va essayer de faire un petit passage sur les éléments intéressants. Alors, les éléments intéressants, ce sont les éléments autour de la sécurité. Il y a des très bons bouquins qui parlent d'HTML5, qui vous décrivent tout ce qu'il y a de possible pour faire du drag and drop, pour faire des jolis dessins, avec les nouvelles balises, etc., etc. On va vraiment bypasser tout ça, parce que sinon on est encore là dans 3 jours. On va essayer juste de regarder un petit peu les API intéressantes, parce qu'en fait dans HTML5, il y a un certain nombre d'API super intéressantes, enfin super intéressantes d'un point de vue sécurité, plus du côté entre guillemets attaquant que du côté défenseur. Mais bon, donc on a un certain nombre d'API tels que WebSocket, Web Messaging, l'IndexDB, la Web SQLDB en gros, la possibilité de faire des applications offline, la possibilité de stocker des choses en local sur votre bécane, à distance, et puis des choses qui sont intéressantes déjà rien qu'avec le nom, le Cross-Origin Resource Sharing. Donc on va partager des choses à travers plusieurs origines. Alors moi, ça m'inspire bien, parce que quand j'entends Cross-Origin, j'entends plusieurs sites web, partage plusieurs sites web, ça me plaît bien en tant qu'attaquant. Donc on va essayer de regarder à peu près tout ça dans la suite. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Les WebSockets. Les WebSockets, l'API de WebSocket HTML5, c'est ce qui va nous permettre en fait de mettre en place des connexions entre un client, un navigateur, c'est pas obligé d'être un navigateur, mais on va dire que ça sera un navigateur constamment. On est en HTTP, donc un navigateur et un serveur. Donc c'est une interface qui est quasiment finie de spécifier, mais bon, elle est encore en working draft au W3C, donc elle va encore peut-être bouger. C'est en fait quelque chose qui va permettre de mettre en place ce que vous faisiez il y a quelque temps, quand vous faisiez des fameux clients-serveurs, que ça soit en C, en Java ou en autre langage, quel qu'il soit, les fameuses sockets que l'on connaît. Donc en fait, c'est quelque chose qui va vous permettre de monter des connexions entre un navigateur et un serveur et de tunneliser un certain nombre de data. Donc ça va devenir assez intéressant, même si on a une API limitée, parce qu'on va pouvoir faire pas mal de choses. Dès qu'on commence à entendre parler tunnel, montage de tunnel entre un client et un serveur, on se dit tiens, on pourrait faire des choses rigolotes. L'interface Web Messaging, elle va permettre au sein d'un même document HTML de faire de la communication entre les frames, par exemple. Vous mettez des iframes dans votre page web, vous en mettez 3 ou 4. Aujourd'hui, pour faire communiquer les iframes entre elles, c'est pas facile. Je ne vais pas dire que c'est impossible, mais c'est pas facile. Alors que là, ça va être super simple. Il va y avoir une méthode, qui va être la méthode post-message, qui va permettre d'une iframe à l'autre d'envoyer du contenu. Quel que soit le type de contenu que vous voulez envoyer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir envoyer du JSON. Alors je vous rappelle ce que c'est que JSON, JavaScript Object Notation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans JSON, si tout le monde se rappelle bien JSON, dans JSON, on peut faire des objets. Donc on va être capable d'une page, d'une frame à l'autre, interdocument, d'envoyer des objets. Ça va être assez intéressant pour de l'affichage, c'est sûr, pour un certain nombre de fonctions, mais probablement aussi pour quelqu'un qui vous veut du bien ou du mal, ça dépend de quel côté. Donc ça va être vraiment intéressant, d'autant plus que il n'y a pas de mécanisme de vérification de quoi que ce soit dans cette API. Elle envoie entre 2 frames le contenu, et c'est, je dirais, la frame qui reçoit, qui se doit de vérifier le contenu qui arrive pour savoir si le contenu, par exemple, ne contient pas un code malveillant. Je ne sais pas si vous voyez la difficulté qu'on va avoir dans certaines applications. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant. On a l'index DB.
Alors, on n'en parlera pas trop, je vous la présente parce que il y a des choses qui vont arriver, à mon avis, qu'on va vraiment l'utiliser. Ça vous permet vraiment de faire du stockage d'objets de type stockage d'objets JSON, JavaScript. Ça va être une base de données qui va être inclus dans votre, entre guillemets, navigateur. Et surtout, elle va être vulnérable à tout ce qu'on connaît d'injection de bases de données, telles que les injections SQL. C'est possible d'en faire en WebDB. Dans HTML5, il y a quelque chose qui vous permet de faire des applications offline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez votre application qui tourne, vous devez, pour les requêtes JavaScript, Ajax, etc., si on reprend la page de Yahoo, être connecté au net. Si vous n'êtes pas connecté au site de Yahoo, vous ne pouvez pas avoir ce joli affichage, vous ne pouvez pas avoir toute cette interactivité. Eh bien, il y a une spécification qui vous permet justement de faire en sorte que vous puissiez télécharger dans le navigateur tout ou partie du code dont vous avez besoin pour exécuter votre application. Donc vous allez pouvoir exécuter une application sans être connecté à votre serveur web. Vous avez une méthode qui permet de savoir si le navigateur est online ou offline, et en fonction de ça, en fonction de ce que vous avez défini dans votre page HTML, eh bien vous avez téléchargé ou non tout ou partie du code intéressant pour pouvoir travailler offline. Donc ça permet vraiment de mettre en cache un certain nombre de données. C'est pas limité à de l'HTML ou à du CSS, ça peut même mettre en cache du JavaScript. Et puis avec les autres fonctionnalités, telles que le local storage, le web storage en fait, on peut stocker des données en local dans le navigateur. De base, on est entre 5 à 10 mégas, rien n'empêche d'aller plus loin. Mais ça fait déjà pas mal de choses, 10 mégas de data dans un navigateur. Donc en fait, avec ça, plus avec le offline, vous allez vraiment pouvoir faire une appli qui, est quasiment standalone à quelque chose près. Donc l'intérêt, c'est le web storage, c'est de stocker soit des choses en local ou dans une session, tel que vous le feriez au niveau serveur avec les mécanismes de session des serveurs, le ASP Session ID, le JSession ID ou le PHP Session ID, pour ceux qui connaissent, quand vous jouez avec ces choses-là. Sur le serveur, vous allez stocker les datas que vous allez avoir récupérées en base ou ailleurs. Et bien là, on va pouvoir jouer un peu avec les mêmes choses. Et on va pouvoir aussi stocker des objets JSON. Toujours, nos amis JSON, on va les retrouver un peu partout. Et surtout, automatiquement, le navigateur va pouvoir stocker de lui-même les données, sous réserve que vous lui ayez dit de le faire. Donc voilà, grosso modo, les choses qui sont assez intéressantes dans la norme HTML5 qui vont nous intéresser, du stockage local ou en session, du offline, des sockets. Et donc, si on parle de sécurité d'HTML5, on va parler de sécurité web, au sens large. On va avoir ce que vous connaissez déjà autour de toutes les failles les plus connues. Et puis après, on va enfin pouvoir rentrer dans des choses très spécifiques à HTML5. Alors il y a quelque chose qui est vachement marrant, c'est qu'on peut faire des formulaires, en HTML5 comme en HTML4 ou en HTML2, vous faites des formulaires. Sauf que ces formulaires, on peut les contrôler en dehors de l'élément forms. Vous savez, vous débutez une forms en HTML normalement, vous mettez vos inputs en haut là, tous à la suite, et puis vous fermez votre forms. Ça, c'est en HTML4. Et bien en HTML5, vous avez la possibilité d'aller mettre ailleurs un autre input qui se réfère à une autre forms et qui va vous permettre potentiellement d'afficher autrement, de faire rentrer des données ailleurs. Et comme ce code-là, si vous avez la capacité à le faire à la demande, par exemple, vous avez le site qui est vulnérable à ce qu'on appelle un cross-site scripting, vous allez être capable d'injecter dans votre navigateur un certain nombre de data. Par exemple, vous allez être capable d'injecter un input. Et bien derrière, automatiquement, on va être capable de choper les infos éventuellement dans ce nouvel input, plus de les envoyer aux forms initiales. En gros, voilà un peu ce qu'on peut faire. En haut, vous avez la forms initiale.
La forme initiale, c'est quoi? C'est un champ login classique avec un username, un password. Voilà. Donc là, on fait soumettre, on fait OK ou tout ce que vous voulez, et le user et le mot de passe partent au niveau du navigateur vers le serveur. Si vous arrivez à injecter le code qui est là, par exemple, il va se passer deux choses. Evil.org va recevoir le login mot de passe, et en plus, vous allez appeler la forms qui est au-dessus. Ce qui fait que l'utilisateur ne verra rien, mais vous aurez volé les credentials du mec. Donc, ça, vous ne pouvez pas le faire en HTML4. C'est que de l'HTML5. L'injection de forms, c'est une vulnérabilité propre à HTML5. Parce que là, vous contrôlez la forms où vous voulez dans la page. Alors bon, ça peut être effectivement limité comme, je dirais, comme attaque. Mais comme on voit aujourd'hui que les cross-site scripting, on en trouve à peu près partout, je pense que dans 2 ans, dans 3 ans, quand tout le monde aura fait du HTML5 partout, on en aura toujours autant, et on pourra exactement faire ça, sauf si, d'une manière ou d'une autre, la norme est corrigée. Si on veut bien la corriger. Il faut voir que tout ce que je vous présente, on ne veut pas forcément corriger ces problématiques de sécurité. C'est des choses connues parfois, mais on ne veut pas les corriger, parce que justement, ça n'a pas été fait pour. Un autre élément intéressant de HTML5, c'est qu'on peut enregistrer des handlers de protocole. Vous savez, quand vous tapez http ou iTunes ça vous ouvre par exemple iTunes. Eh bien, on peut faire la même chose, là c'est dans le standard HTML5, on peut enregistrer dans le navigateur des nouveaux handlers, que ça soit sur des noms courts de type SMS ou que ça soit carrément sur des types MIMES, genre application/pdf, et automatiquement le navigateur va déclencher ce que vous lui avez demandé. Alors il faut savoir que c'est pas recommandé, hein, dans la norme, vous lisez la norme, il n'est pas recommandé de redéfinir les handlers de protocole standard. Bon, bah ça c'est normal. C'est possible de le faire, c'est pas recommandé, et puis ensuite ça va aussi quand même dépendre des navigateurs. Il y a certains navigateurs qui vont pas accepter que vous redéfinissiez un handler de base. Mais techniquement c'est possible. Aujourd'hui, dans la majorité des navigateurs, c'est possible. La seule chose, c'est qu'on vous demande l'autorisation de l'utilisateur. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre pour dire à l'utilisateur est-ce que tu veux bien redéfinir ce handler? Maintenant, techniquement, il n'y a pas besoin. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé du cross-origin resource sharing, qui est un point intéressant de ce qui est apporté par HTML5. Alors, ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît en HTML et en Ajax de base aujourd'hui sur tous les développements que vous faites. XML HTTP request ne peut dialoguer qu'avec le site web originaire du JavaScript. On ne peut pas taper ailleurs, sauf par l'injection ou des choses comme ça, mais de base, c'est pas possible. Alors, dans IE, il y a un petit truc qui permet de baisser la sécurité et justement de bypasser ça, mais de base, dans les autres navigateurs, c'est pas possible. Donc ça, c'est la base de tout ce qu'on connaît en Ajax, en développement aujourd'hui, HTML4, si je peux me prendre cette expression. Eh bien, vous oubliez tout ça, parce qu'en HTML5, on peut aller plus loin. Alors, il fallait que je case un poney dans la présentation, c'est pour ça qu'il y a un poney là. C'est un petit défi avec quelqu'un, il y a un poney. Donc, ça permet, en fait, grâce à un nouveau champ, le champ qui va être dans les headers HTTP Access Control à l'origine, de modifier en fait les endroits où votre JavaScript, votre XML HTTP request va pouvoir taper. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que ici, vous pouvez mettre une URL, une partie d'URL, où vous pouvez mettre le caractère étoile. En gros, votre XML HTTP request, au lieu de taper constamment sur votre site standard, par défaut, où on ne peut caler en HTML aujourd'hui et en JavaScript aujourd'hui, il pourrait aller taper sur d'autres serveurs. Alors ça permet de faire des trucs rigolos. Ça permet de faire par exemple du bypass de contrôle d'accès.
Et donc, par exemple, d'obtenir des informations internes à une entreprise. Imaginons qu'on ait cette petite configuration. Hein, on a un super réseau sécurisé avec un firewall. Hein, tout le monde sait que ça protège. À côté de ça, on a un site de méchant. Et puis ici, on a son intranet. Alors, ce site de méchant, ça peut être aussi un site de gentil, qui peut être programmé point quelque chose, développé point quelque chose, où va se rendre le gentil utilisateur qui est à gauche. Donc il va faire une requête GET, il va avoir la page qui va lui revenir. Dans cette page, il va avoir XML HTTP request qui va arriver. D'accord ? Et puis, ça va arriver dans son navigateur. Et comme les développeurs du site intranet sont des gens bien, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait en sorte qu'on puisse appeler intranet depuis n'importe où en XML HTTP request. Donc, dans les headers, ils ont mis le fameux champ à étoile. Donc, le navigateur de notre utilisateur va recevoir du contenu qui vient du site pop.curse.fr. Ce contenu contenant du XML HTTP request, qui théoriquement ne pourrait taper que ici. Sauf que, comme ici, sur notre fameux serveur intranet, on a la chance d'avoir un étoile, eh bien, on va pouvoir, depuis n'importe quel navigateur, accéder à ça et balancer le contenu où on veut. Comme ça. Donc on sera capable de balancer le contenu de la page interne qui aura été récupérée ici, ou une partie du contenu, ou un certain nombre de choses, à l'extérieur de l'entreprise. Tout ça à cause du mécanisme d'XML HTTP request qui est bypassé de façon officielle, voulue, justement par ceux qui ont développé le site web à l'intranet. Ils ont peut-être fait ça pour des raisons de facilité, parce que y a d'autres sites ici qui ont besoin de faire des choses, peut-être. Ça a peut-être été fait explicitement. Ou peut-être que ça n'a pas été fait explicitement, ils ne savaient pas, ils ont mis une étoile parce qu'ils étaient un peu embêtés parfois par certaines choses. Mais grâce à ça, on est capable de faire fuiter de l'information. Alors ça, c'est la première chose qui est rigolote. La deuxième chose de rigolote, c'est qu'on peut faire des attaques par des nids de services distribués. Alors, distribués ou non, mais au moins distribués, ça c'est sûr. Alors, imaginons qu'on ait de nouveau notre fameux site de Monsieur Pirate, qui cible.com. Donc notre utilisateur, va sur le site du pirate, pour quelque raison que ce soit. Il récupère des datas avec une iframe qui contient un certain nombre de choses. Et puis derrière, on est capable de faire des XML HTTP requests vers ce type de serveur. Tout simplement en ayant ici le XHello origine à étoile. De nouveau. Et donc on est capable de distribuer les attaques par les lignes de service un peu partout. Donc de faire tomber n'importe qui. Donc on est capable d'aller voler de l'information, on est capable de faire des DDoS, ce qui est assez rigolo, par rapport à quelque chose de nouveau qui est fait pour, je dirais, faire joli et avoir des choses un peu mieux. Alors, quelques contre-mesures malgré tout pour pallier à ça. Bien sûr, la première chose, c'est de restreindre le domaine. Hein, le champ, on ne met pas une étoile. Enfin bon, je dirais que pour l'instant, on n'en voit pas beaucoup qui développent avec ça, mais je pense que on va bien voir arriver un certain nombre d'outils qui vont automatiquement rajouter une étoile parce que ça sera plus simple. L'autre point, c'est l'entête peut être modifiée par l'attaquant, donc ne pas faire attention à ce qu'il y a dans une entête HTTP, ça peut se modifier. Et puis, contre les attaques DDoS, vous n'aurez pas le choix. De toute façon, il faudra mettre en place des contre-mesures réseau pour éventuellement empêcher ces attaques DDoS sur cible.com, par exemple. Mais ça, c'est le premier exemple de ce qui est assez sympathique de faire en HTML5 grâce à Ajax et tous nos amis
bien connu. Je vous rappelle qu'Ajax n'a pas besoin de votre consentement pour faire quoi que ce soit. Hein, il peut se passer des choses sans que vous voyez quoi que ce soit. De base, vous êtes là devant votre écran et puis il y a quelque chose qui se passe sur votre machine. Vous voyez rien et derrière, il va peut-être aller lire des infos à droite, à gauche ou carrément attaquer un autre site. Donc ça, c'est un premier point que l'on peut dire sur la sécurité. Le cross-origin resource sharing, c'est super bien sur le principe. C'est super bien d'avoir prévu un champ de restriction, mais ça serait super bien aussi qu'on y fasse attention. Le deuxième point intéressant dans les API, ça va être le web storage. Alors le web storage, je vous ai dit, on peut stocker localement ou dans une session un certain nombre de choses. Ces choses que l'on va stocker, l'utilisateur n'a aucun contrôle sur ce qui est stocké. Tout est fait logiciellement. Alors quand je dis il n'a aucun contrôle, c'est si vous êtes un utilisateur qui est Madame Michu de base, si vous êtes un développeur avec toutes les barres qui vont bien, bien sûr, vous pourrez voir des choses, mais si vous êtes Madame Michu, vous ne pourrez pas faire grand-chose. De base, l'utilisateur n'aura pas de contrôle sur ce qui va être stocké ou accédé dans son navigateur. Et de la même manière que tout à l'heure, on va être capable, avec de l'injection de JavaScript, donc toujours la même problématique, de bypasser les limitations de contrôle d'accès qu'on peut avoir, donc voler des sessions. Ça, on pouvait déjà le faire de base. Ça va être juste un tout petit peu plus compliqué. Éventuellement, voler des données sensibles, parce qu'en fait, plusieurs sites web peuvent stocker des données, et puis on peut, je dirais, entre les applications, aller taper dans d'autres storage, voire traquer l'utilisateur un peu plus poussé si vous faites des sessions de stockage local. Le vol de session va être fait exactement de la même manière que ce qu'on fait de base sur du vol de session, je dirais, en HTML4, j'aime pas le mot, mais bon, peu importe. Ça va être juste un peu compliqué, il faudra trouver le mot-clé, donc là qui s'appelle session ID. Bon, il était intelligent, mais je suis pas sûr que vous l'appelleriez truc muche machin x4218. La plupart du temps, on lui donne un nom standard. Ce qu'il faut savoir, c'est que je dirais en HTML4, sur les cookies, quand vous avez besoin d'éviter que le cookie soit transmis ou soit lu par autre chose que votre navigateur, vous avez la possibilité de mettre un flag qui s'appelle HTTP only au niveau du cookie. Eh bien ça va marcher toujours sur les cookies en HTML5, je vous rassure, mais ça ne marchera pas sur le stockage local du navigateur. Ce qui veut dire que n'importe quelle application JavaScript sera capable d'aller lire le contenu d'une autre application éventuellement grâce à ça. Bien sûr, il faudra qu'elle connaisse un peu la structure des éléments. Mais globalement, ça devrait être possible assez simplement. Il suffira une fois pour toutes d'aller voir l'application et puis on pourra débugger des trucs. Donc, on peut voler des sessions, on peut traquer l'utilisateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le local storage n'est pas forcément effacé quand vous effacez l'historique de votre navigateur. Donc, on est capable de stocker les choses et puis de le retrouver dans quelques semaines, mois, années au niveau du navigateur. Ça va dépendre des implémentations de navigateur, c'est sûr, mais globalement, vous serez capable de créer explicitement dans le local storage des identifiants dans votre application pour revenir par la suite. C'est-à-dire que c'est une extension des cookies qui va aller plus loin que les cookies. Donc je pense que la CNIL devrait peut-être s'intéresser à HTML5 au lieu de nous apprendre à sécuriser nos smartphones en ce moment. Mais bon, parce que là, on va pouvoir faire des choses vraiment intéressantes. Enfin, ça dépend pour qui. Donc voilà, donc le web storage, en fait, c'est pratique, ça permet de stocker des tonnes de données, du JavaScript, du JSON, tout ce que vous voulez, en local, jusqu'à quelques mégas. Alors déjà, une dizaine de mégas de data, ça fait déjà pas mal. C'est la base, on peut aller plus loin que 10 mégas. Hein. Mais bon, déjà à 10 mégas, on a le temps de voir venir. Alors moi, celui que je préfère, c'est le WebSocket, en fait. C'est l'API WebSocket. Alors ça, c'est une vraie révolution dans HTML5. C'est un truc super génial qui permet entre différents domaines de monter des tunnels et qui, soi-disant, permettrait de réduire, je dis bien permettrait,
de réduire la taille du contenu transporté. C'est pour ça qu'il a été créé à la base. Parce qu'en fait, on réinvente les sockets, hein, on sait comment ça marche, hein, un tunnel HTTP, là on refait une autre chose. Alors ça marche comment? C'est extrêmement simple. On fait une requête, page classique, get, et puis à partir de ce moment-là, votre navigateur dit « je veux mettre en place un tunnel ». Donc il demande ce qu'on appelle un upgrade en WebSocket de la connexion HTTP 1.1, hein, vous savez tous que l'HTTP 1.1 n'est pas comme le 1.0. Le 1.0, on a répondu, on close la connexion. En HTTP 1.1, elle reste ouverte le temps que le serveur décide de la maintenir ouverte s'il n'y a pas de trafic. Et elle sera fermée à ce moment-là. Et bien là, grâce à ça, on va faire un open d'un tunnel. Et derrière, on va avoir un joli tunnel TCP, full duplex, qui va être ouvert entre le client et le serveur. Donc là, on a quelque chose d'encore plus marrant, parce que là, on a un serveur qui va dialoguer sur de l'HTTP, grosso modo, dans un tunnel de type WebSocket, et qui va permettre, par exemple, de faire des shells distants. Bah ouais, on a un tunnel, donc on est capable d'envoyer des ordres et des réceptions, qui va permettre éventuellement de faire des botnets. Alors bien sûr, hein, il faut cumuler parfois des failles, mais comme je vous ai dit, c'est vrai que souvent on en trouve, qui va éventuellement aussi permettre de faire du port scanning, donc de déterminer ce qu'il y a en local sur votre bécane, mais aussi sur tout le réseau. Et qui va permettre aussi de faire de l'empoisonnement éventuellement de cache local de proxy. Vous imaginez, vous avez un proxy transparent sur votre, sur votre réseau. Eh bien, on est capable, à travers les WebSockets, justement, de faire du poisonnement, de l'empoisonnement de cache. Ça va permettre quoi? Ça va permettre peut-être de changer carrément la destination des données d'identification sur un site web ou des choses comme ça. Alors, on va monter la connexion de base HTTP avec derrière le WebSocket, et on va avoir notre tunnel qui va être monté. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, votre navigateur, il va faire des appels, par exemple, à somos.com. Sauf que ça a pu être déclenché par ce host-là. C'est-à-dire que ce host-là a poussé au client le fait de faire une demande comme ça. Donc, on contrôle un peu le navigateur. Et derrière, eh bien, host.com va renvoyer un contenu qui va être falsifié, qui va être pas le contenu attendu, et qui va permettre justement, derrière, de pouvoir faire de l'empoisonnement de cache. On va avoir un contenu vis-à-vis de host.com qui ne sera pas le bon contenu, et la prochaine personne qui va se connecter, sans le WebSocket, elle va traverser le proxy, elle va avoir ce contenu-là qui va être affiché sur son navigateur au lieu du contenu de base. Donc, c'est assez simple à faire. C'est juste parce qu'on a rajouté des tunnels qui permettent de faire des choses, je dirais, rigolotes. Alors, toujours dans les choses marrantes, vous avez les applications offline. Alors ça se passe tout simplement avec la définition dans l'entête HTML du manifeste. On définit dans le manifeste en fait l'ensemble des fichiers que l'on veut cacher dans le navigateur quelque part. Donc ils vont être téléchargés par le navigateur, ils vont être mis dans un espace d'offline, et en fait quand le navigateur va passer sur le côté offline, il va aller exécuter le contenu qui lui aura été mis dans l'ensemble de ces fichiers-là. Ça permet potentiellement de faire ce qu'on appelle les fameuses attaques APT dont tout le monde a entendu parler l'année dernière, c'était à la mode, les Advanced Persistent Threats. Ça va permettre justement de peut-être charger du contenu et puis de le laisser résident dans le navigateur, même quand il n'est pas connecté, pour faire des choses. Je dis bien qu'on n'est pas connecté au site web d'origine. Donc potentiellement, on peut aussi aller polluer des caches de navigateur via des points d'accès malveillants, voire des caches de navigateur, voire des caches de proxy SSL.
Alors on a autre chose aussi d'intéressant toujours dans tout ce qu'on peut faire sur le fameux partage, les choses enfin les choses pour faire joli dans un navigateur maintenant, c'est qu'on est capable entre deux éléments de passer un ensemble de données, que ce soit du JavaScript ou du JSON. Comment? Tout simplement avec la fonction post-message dont je vous parlais. Si vous avez une iframe qui a été injectée ici par une personne malveillante initialement, ou tout simplement on a pris la main sur outside.control quelque part, eh bien le post-message que vous avez dans votre page du site va envoyer des datas à l'iframe, et ça, il n'y a aucun contrôle au niveau de l'iframe pour savoir si les datas sont propres, pas propres, etc. de base. Les datas vont arriver dans l'iframe, elles vont être potentiellement rebalancées ailleurs. Alors vous couplez ça avec le cross-origin resource sharings, hein, et vous voyez un peu les choses intéressantes qu'on peut faire un peu plus loin. On va vraiment pouvoir faire du leak de data comme on veut, de manière simple, dans un navigateur. Alors après, il reste une API qui est plus ou moins problématique, hein, qui est l'API de géolocalisation, qui, suivant ce que vous avez disponible sur votre navigateur, est capable de dire où vous vous trouvez. Bon, ça fera plaisir à la CNIL, comme je dis souvent, de s'y intéresser, mais c'est pas très très grave. Mais il y a une API qui est intégrée pour ça, qui permet de savoir où vous vous trouvez physiquement, donc avec toutes les problématiques de vie privée qu'on connaît autour de ça. Alors, dans tout ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand même HTML5 à la base a été conçu non pas comme une nouvelle norme non sécurisée, bien au contraire. Hein. Les gens qui ont fait HTML5 ont eu en première approche la volonté de faire un nouveau standard sécurisé, etc., mais aussi ouvert, plus simple pour pouvoir manipuler des objets, je dis bien des objets sur le web. Et donc ils ont pris en compte un certain nombre de problématiques de sécurité qui n'existaient pas, je dirais, précédemment, et dont on n'avait pas la solution de base au niveau du standard HTML4. Alors, ils ont prévu en fait un bac à sable pour les iframes. L'iframe de base, elle affiche du contenu, elle réceptionne du JavaScript, enfin, elle peut faire plein de choses. Et il a été prévu justement la capacité de limiter ce que l'on puisse faire dans l'iframe. Par défaut, si on ne précise rien sur une iframe, je ne vais pas dire qu'elle ne peut rien faire, mais vous voyez qu'elle ne peut pas faire de formulaire, de script, elle ne peut pas télécharger des plugins, elle ne peut pas avoir accès au local storage, elle ne peut pas faire d'Ajax, elle ne peut pas cibler d'autres frames, vous savez, le href avec le dièse qui vous permet d'aller taper ailleurs, on ne peut pas le faire si on ne le précise pas, et on n'a pas accès à la DOM dans une iframe de base. Donc déjà, on a prévu ça dans HTML5. Alors, on peut très bien se dire que c'est vachement pratique, mais globalement, si on a HTML5, on a quand même la volonté peut-être de faire d'autres choses. Donc on a prévu justement de pouvoir lever tout ou partie des restrictions. Alors c'est les allos que vous mettez dans le tag sandbox, dans l'attribut sandbox, vous mettez les allos que vous souhaitez séparer par des espaces pour pouvoir autoriser un certain nombre de choses. Donc ça c'est très bien, sauf que tous les navigateurs ne supportent pas ces éléments aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vouloir restreindre juste à n'autoriser que les formulaires. Eh bien, vous allez peut-être avoir quelque chose qui va bien marcher sur Chrome, mais qui ne va pas bien marcher sur IE ou sur Opera ou sur Safari ou sur Firefox. Donc, il y a une capacité à faire des limitations sur les iframes, mais
Il y a quelques points qui sont pas encore très très bien normés et qui fonctionnent peut-être pas bien à ce niveau-là. Donc c'est assez pratique malgré tout au niveau de la sécurité d'avoir ça pour pouvoir justement restreindre l'exécution de choses dans Uniframe qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Un autre point aujourd'hui qu'on a dans JavaScript de base, vous savez, parfois votre navigateur part en sucette parce qu'il y a du JavaScript qui fait des tas de choses. Ben aujourd'hui, en HTML5, on peut lancer les choses en tâche de fond. Donc, on va pouvoir bypasser cette limitation. Donc votre navigateur, entre guillemets, ne plantera plus forcément. Enfin, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, vous aurez l'impression qu'il est plus planté à cause de JavaScript. Par contre, comme vous allez pouvoir lancer en tâche de fond du JavaScript, ben, vous allez peut-être pouvoir faire des calculs distribués. Alors il y a un outil qui s'appelle Ravan, qui est juste quelque chose qui permet de calculer des MD5 et des SHA1 en tâche de fond. Si vous couplez ça au cross-origin, ben, vous pouvez peut-être avoir des DDoS encore plus intéressantes, parce que justement, en lançant en tâche de fond et non plus avec juste des XML HTTP request de base, c'est fini. En tâche de fond, vous en lancez 10 par client, multiplié par le nombre de clients qui se connectent. Donc ça va être assez intéressant quand vous avez besoin de faire beaucoup de calculs, mais à faire attention parce que justement, on peut avoir des choses de ce style-là derrière. Et puis, CSS3 a introduit un certain nombre de nouvelles capacités, dont la capacité à injecter du code JavaScript. Et donc, derrière, le clickjacking, qui est le fait d'aller faire un clic sans que vous vous en aperceviez quelque part, va être un peu plus augmenté et il va falloir plus porter attention. Alors, il y a plein d'autres points aussi qui existent, qui vont être dus aux nouvelles balises ou aux nouveaux attributs. J'insiste parce que vous savez tous que pour se protéger des attaques, blablabli, blablabla, du web, il faut mettre un firewall, un web application firewall, un je sais pas quoi et un je sais pas quoi. Faites attention, aujourd'hui, ils ne sont pas tous prêts à supporter ces choses-là, ils ne sont pas développés pour. Donc ce qui fait qu'on va être capable d'avoir des nouveaux vecteurs d'injection. D'autant plus qu'avec ces nouvelles fonctionnalités qui sont voulues explicitement par toute la norme HTML5 de plus de dynamisme dans votre site web, et donc le drag and drop, le dessin, les WebSockets, les Web API et tout le reste, c'est voulu d'avoir quelque chose de plus dynamique. Donc les boîtiers en amont vont avoir de plus en plus de travail et peut-être de plus en plus de difficultés à bloquer vos attaques. Je ne dis pas qu'ils auront forcément, mais ils en auront probablement. Ça va être un peu plus compliqué. Alors, si je pouvais faire une petite conclusion sur HTML5, je dirais qu'il y a plein de nouvelles API intéressantes pour le développeur, parce qu'effectivement, vous allez vraiment faire des choses jolies. Le drag and drop, c'est superbe. Le fait de pouvoir stocker ou d'avoir des applis offline, l'appli offline, c'est quand même vachement pratique. Si vous avez une connexion itinérante sur du 3G aujourd'hui et que par moment vous ne captez pas, eh bien avec les applications offline, l'application va pouvoir continuer à tourner, vous allez pouvoir stocker en local, et puis quand l'appli va de nouveau être connectée, vous allez pouvoir balancer peut-être le contenu sur le serveur. Enfin, vous voyez, c'est des choses quand même superbes. C'est clair, sauf que si on sort de ce monde de bisounours, de poney ou tout ce que vous voulez, on va pouvoir aller vraiment un peu plus profondément pour voler des informations, faire des attaques distribuées, éventuellement injecter du contenu malveillant pour revenir plus tard, faire des APT ou toutes sortes de choses autour de ça. Ce qu'il faut être clair, c'est que toute ouverture se fait toujours au détriment de la sécurité. Plus vous rendez une application souple, plus la sécurité va en prendre un coup d'une manière ou d'une autre. Plus vous introduisez une nouvelle fonctionnalité, potentiellement plus la surface d'attaque va grossir. Donc il y aura de plus en plus d'attaques possibles et de possibilités.
Et je rappelle que HTML5 fait quand même une belle part au JavaScript, à tout ce qui est Ajax, à tout ce qui est XML, HTTP request. Et pour rappel, ça s'exécute sans votre consentement potentiellement. Donc, dans un navigateur qui aujourd'hui, malgré tout, comporte un certain nombre de mécanismes de sécurité pour empêcher d'aller taper à droite et à gauche, mais qui sont parfois baissés explicitement par l'utilisateur ou par le développeur parce qu'il en a besoin pour son côté interactivité, eh bien, ça va derrière potentiellement générer des choses de plus en plus poussées. Alors juste, vous avez le site html5test.com qui vous dit à peu près ce que supporte votre navigateur en fonction de la version du navigateur. Donc je vous encourage à aller le voir. Et le canailleuse.com qui est vraiment le support des API par navigateur. Chaque navigateur supporte plus ou moins un certain nombre d'API. Et canailleuse.com vous permet réellement de voir l'ensemble des points qui seront supportés par le navigateur, le WebSocket, le Web Messaging, etc. Sachant qu'aujourd'hui, la norme n'est pas totalement finie, démoulée, sèche, elle va encore évoluer un peu. Il y a un certain nombre de retours qui ont été effectués par un certain nombre de chercheurs autour de la sécu, entre autres sur HTML5. Et on espère bien qu'il y a des choses qui vont changer dans la norme finale. L'Agence européenne de la sécurité informatique, ou de l'information, je ne sais plus comment on dit, l'ENISA en fait, a fait un bouquin, une recherche et a produit un rapport d'une cinquantaine, une soixantaine de pages, où ils sortent une cinquantaine, je crois, de têtes de vulnérabilité sur HTML5, juste de par la lecture de la norme. Alors après, avec tous les proof of concept qu'on peut avoir, on peut aller très loin. Donc, ça va sûrement évoluer. Ce que je viens de vous dire, ça sera peut-être réglé quand la norme sera sortie. Mais comme on commence à développer en HTML5, faites attention. Le contrôle, il faut continuer, il faut toujours aller vérifier que le contenu qui vous arrive, il n'est pas malveillant. Voilà. C'est tout. Si vous avez des questions. Sinon, vous pouvez sortir. Ou me payer une bière.